Je retiens du message de Mme Leblanc le mot gratitude, qui est beaucoup revenu ce matin. On avait une petite réunion avec les gens qui ont travaillé d'arrache-pied sur l'événement durant les dernières semaines, les derniers mois, la dernière année. Et le mot gratitude revenait énormément. Et je trouve ça génial de faire partie d'une équipe qui a autant de gratitude par rapport au travail qu'ils ont fait en équipe et surtout, c'est un beau sentiment, je pense, quand même, là, pour arriver comme ça pour un grand événement. Donc, j'espère que c'est un sentiment qui est partagé ici également. Merci beaucoup, Mme Leblanc. Maintenant, j'inviterai Mme Joanne Landry, responsable du comité organisateur du Congrès, à vous adresser quelques mots. Alors, bon matin tout le monde et bienvenue à ceux qui arrivent. Il y en a une cinquantaine là, qui vont se joindre à nous, probablement à cause des routes. Alors, voilà. Enfin, ensemble pour notre congrès annuel. Et ça, c'est pas peu dire. Et de revoir les visages année après année, c'est toujours, je dirais, inspirant et encourageant à mettre de l'effort pour justement préparer ce congrès. Bienvenue à vous toutes et tous, autant les coachs certifiés, les coachs en devenir. Est-ce qu'il y a des étudiants en ce moment dans la salle et est-ce que vous pouvez vous lever juste pour qu'on voit notre élève qui est en train de se préparer? Alors, j'aimerais qu'on les applaudisse. Bravo et bon parcours de coach. Aussi, bienvenue à il y a certains clients aussi dans la salle, il y a les exposants, les partenaires et tout simplement merci, donc encore de la gratitude envers tout ce beau monde. Vous savez, on va être autour de 215 participants, ce qui est pas loin d'être un record. Je pense que l'Assemblée, il y a 2 ans ou 3 ans, on avait eu 221 personnes, donc merci. Et si c'est votre première expérience au Congrès, alors j'espère que vous allez vous sentir chez vous parce que vous êtes chez vous ici et bienvenue. Vous savez, un congrès de cette envergure-là, c'est pourquoi on peut y arriver et le réaliser, c'est à cause de la participation des coachs, de la générosité des coachs qui veulent partager des nouveaux trucs, des outils, je dirais, des découvertes qu'ils ont faites, ils veulent la partager avec la communauté des coachs. Donc, ça va nous amener à réfléchir, à faire nous-mêmes des découvertes et possiblement influencer notre pratique de coach au quotidien. Alors, merci à tous ces gens. Cette année, d'ailleurs, on a reçu 25 propositions d'ateliers. Alors, je veux vous en remercier et lâchez pas, même si vous n'avez pas été choisi, on a été vraiment interpellés, ça a été difficile de faire des choix. Et continuez de nous faire des belles propositions. Puis un jour, ça va être votre tour, sûrement. On ne peut parler de 2025 sans parler de prendre soin de notre planète. Et il y a une jeune femme dernièrement qui, elle, a décidé qu'elle en parlerait haut et fort. Et c'est Greta, si ma mémoire est bonne. Alors, nous aussi, on veut contribuer en faisant notre part. Donc, vous avez vu que cette année, vous n'avez pas reçu de sac de congressistes. Il y en a qui sont disponibles des années antérieures, comme on vous l'avait annoncé. Et c'est un peu grâce à vous qu'on a fait ce choix-là, parce que vous nous le disiez, je vais prendre ce qu'il y a dans le sac, mais j'ai mon sac. Donc, ça faisait 2 années de suite. On s'est dit, ben OK, là, on va écouler ce qu'on a. Et vous avez une table aussi, libre-service pour vous aider. Premièrement, à prendre les sacs, mais aussi certains documents. Aussi, on a obtenu et on va obtenir la certification carboneutre. Qu'est-ce que c'est? C'est dans le fond, il est prouvé que la majeure partie des gaz à effet de serre, donc de l'émission des gaz à effet de serre, dans un événement comme le nôtre, est principalement causée par les déplacements.
Alors, c'est pour ça que ce matin, à la table, on vous a demandé comment vous êtes venu, en quel kilométrage vous avez fait, parce qu'il y aura autant d'arbres qui seront plantés au printemps pour compenser ce qu'on aura émis comme gaz à effet de serre. Et on va pouvoir vous... Parce que là, les données vont être en cours, vont être acheminées à LGL Environnement qui, eux, vont nous donner la certification et vont nous donner aussi le nombre d'arbres qui seront plantés. Donc, en quelque part, pendant le congrès, je vais pouvoir vous dire le nombre d'arbres exacts qui seront plantés. Et cette certification-là, on veut la maintenir année après année. Donc, on veut la conserver. Voilà. Maintenant, je veux prendre le temps de remercier. J'ai fait le coup l'année passée, la même chose cette année. Je ne veux pas attendre à la fin parce qu'on est dans les tirages, etc. Donc, je veux prendre le temps de remercier particulièrement les membres du comité organisateur, donc Lynne Giroir, Robert Gingras, Manon Blondin, José Marcotte. Donc, on s'est réunis quelques fois pour vous préparer cet événement. S'il y a quoi que ce soit pendant les 2 jours, ces personnes-là, on est là à votre service. Aussi, je veux remercier le conseil d'administration pour la confiance manifestée en me confiant le comité du congrès. Et aussi, bien sûr, Anne et Michel du groupe Association Plus pour leur support, je dirais, de tous les instants. Merci à l'équipe technique en arrière, les techniciens qui, depuis hier, travaillent pour que tout se passe bien à ce niveau-là, le personnel de l'hôtel aussi. Et Mylène, notre artiste avec qui on a fait connaissance l'an dernier, qui saura capter le fil et l'histoire de ce congrès, encore une fois. Et merci à tous ceux qui ont répondu à l'appel et qui seront bénévoles à différents endroits aujourd'hui. Merci de contribuer au succès de ce congrès, parce que sans toutes ces personnes, on n'aurait pas le congrès qu'on va vivre dans les 2 prochains jours. Je nous souhaite de vivre ensemble un congrès qui sera inspirant, stimulant et très rassembleur. C'est beau de voir les sourires, les retrouvailles, les câlins quand les gens se retrouvent. Alors, je vous souhaite que ce soit à cette image-là pendant 2 jours. Bon congrès à toutes et à tous. Et amusez-vous, profitez-en aussi. Merci. On m'a dit de relever les micros là-bas. Est-ce que ça fonctionne mieux? Parfait, génial. Très content. Félicitations pour l'initiative Carboneutre. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas juste Greta Thunberg qui va être contente. Moi aussi, je suis très content. Vous avez 2 grosses journées devant vous, mais j'avais envie de vous mettre tout de suite en action parce que cet après-midi, je vais avoir le plaisir d'animer une activité plénière ici. Je vous en dis pas plus sur le contenu de l'activité, de l'atelier, mais je pense qu'on a une petite diapo aussi qu'on va pouvoir passer. Je voulais tout de suite que vous preniez vos petits calepins, vos petits blocs de papier, et je vais vous lancer la question suivante. Quelles sont vos préoccupations ou difficultés quand vous coachez un millennial? Et j'insiste sur le mot millennial parce que j'adore le dire comme ça. Il y a des équivalents français, mais c'est tellement plus marketing de dire millennial. Et là, quand on parle de millennial ici, là, on y va vraiment dans les 20-35 ans. Donc, la question, c'est vraiment ça. Quelles sont vos préoccupations ou vos difficultés? Je vous laisse quelques secondes pour écrire peut-être un mot-clé, 2-3 mots-clés. Essayez d'y aller vraiment de manière concise parce qu'après ça, je vais ramasser là, les petits paquets de feuilles. Vous pourrez les laisser sur les tables. Je vais ramasser ça et ça pourrait être utile tout à l'heure pour mettre la table un peu à ce qu'on va discuter en après-midi. Vous allez voir, ça va être... personnellement, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous laisse encore quelques secondes pour noter ça. 1, 2, 3 mots-clés. Quelles sont vos difficultés ou vos préoccupations par rapport à ça? Et voilà, on le voit ici à l'écran.
Je profite de ces secondes-là aussi pour vous partager quelques détails logistiques par rapport à l'événement d'aujourd'hui et de demain. Le congrès se passe sur un seul étage. On occupe 4 salles, donc les 4 salles Boucherville, la salle Percé A en face de la salle à manger et la salle Pierre Boucher, donc ça fait 6 salles. Je me suis trompé dans mes chiffres. Voilà. Après chaque activité plénière, on vous demande évidemment de libérer la salle le plus rapidement possible parce qu'on va devoir fermer la salle ici avec les panneaux. Et idéalement, on vous demande aussi de ne pas trop circuler dans la section centrale quand on va faire la transition pour qu'on soit capable de fermer ça rapidement. Si vous avez des allergies que vous ne l'avez pas encore souligné à votre inscription, s'il vous plaît, présentez-vous à l'accueil d'ici 10h30 pour nous aviser. Aussi, le dîner pour les étudiantes et les étudiants en coaching va se tenir à 12h45. Donc, vous pouvez vous servir au buffet dans le hall et vous pouvez ensuite vous diriger vers la salle Percé A, qui est juste à votre gauche au bout du corridor en allant vers la réception. Sur vos passeports, il y a les salles qui sont écrites, les salles où se tiennent les ateliers, elles sont indiquées là. Et rappelez-vous de les faire estampiller à la fin de votre atelier pour vos unités de développement CCE. Prenez le temps d'inscrire votre nom au cas où vous le perdiez également. Le code du Wi-Fi cette année est ICF en majuscule, pas plus compliqué que ça, ICF tout simplement. Et oui, on a un hashtag. Hein? Je sens que vous êtes très enthousiaste. On a un hashtag si vous voulez partager vos coups de cœur sur Instagram, Twitter et peu importe. C'est hashtag ICFQC 2019. Donc, je répète, hashtag ICFQC 2019. Les présentations ou documents sommaires vont être disponibles d'ici quelques jours. On va vous envoyer un communiqué pour vous aviser du lien à suivre pour les récupérer. Et la conférence d'ouverture, elle, sera présentée en simultané via Zoom et elle pourra être achetée également pour visionnement futur ou pour offrir à vos clients, si toutefois vous êtes intéressé par ça. Bien évidemment, on remercie énormément nos exposants et nos commanditaires cette année. D'ailleurs, il y a plusieurs nouveaux exposants cette année. On vous invite à aller les découvrir. Il y a d'ailleurs quelques-uns de ces exposants-là qui organisent des tirages. Vous laissez votre carte d'affaires et je pense qu'il y a des très, très beaux prix, donc je vous invite à y aller. Et en plus de ces concours-là, de ces tirages-là, il va y avoir des tirages de prix de présence qui sont organisés ici par notre petite équipe. Vous devez être présent pour recevoir ces tirages-là. Donc, au moment où on le fait, il faut être là pour les avoir. Soit dit en passant, les petits déjeuners sont commandités par Swiss Nova. Ceci étant dit, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter le premier conférencier de la journée. C'est M. Gilles Brouillette, PhD. Il est le cofondateur et le président de l'Institut de formation transformationnelle, également co-directeur du programme de leadership conscient et transformationnel pour cadres du Centre de formation continue de l'Université d'Ottawa. Il est aussi consultant senior et coach des cadres supérieurs pour le Full Circle Group et le Leadership Circle. Il possède un doctorat en psychologie transpersonnelle et il est certifié coach exécutif par la Royal Roads University. La conférence qu'il vient vous présenter aujourd'hui s'intitule « De la conscience égosystémique à la conscience écosystémique ». Évidemment, les coachs, c'est des experts de la transformation. Vous êtes des experts de la transformation. Et pour faciliter toute transformation, c'est important de bien comprendre la conscience. Donc, M. Brouillette vous invite à explorer les différentes dimensions de la conscience, sa nature, son contenu et sa structure. Mesdames et messieurs, M. Gilles Brouillette. Wow. Alors, je suis bien content d'être ici avec vous aujourd'hui. La conférence que je vais présenter aujourd'hui a été, je dirais, difficile à écrire, juste comme pour nommer, faire une présence de mon expérience jusqu'à aujourd'hui. J'avais donné à Joanne le sujet qui est de la conscience égosystémique à la conscience écosystémique. Et en écrivant ma conférence, je me suis aperçu que ce n'était pas tout à fait ça que j'avais besoin de dire. Ce n'était pas ça que la conscience, entre guillemets, me demandait. Et c'était un peu aussi une bataille intérieure à savoir qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que les gens qui sont ici, qui viennent à cette conférence ont besoin d'entendre. Donc, c'était un processus.
Et je crois aujourd'hui que le produit final va être très bon. Donc, on va dépasser, je dirais, le sujet qui s'avère trop étroit. Ce que j'ai réalisé que le sujet de la conscience égo-systémique à écosystémique, c'est vraiment juste une partie de ma conférence. On va vraiment regarder ensemble plus le spectre vraiment plus global de la conscience, un peu tout le mouvement, tout le chemin. Je m'excuse. Donc, on va voyager ensemble. Est-ce qu'il y en a, j'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui étaient ici l'année passée lors de ma présentation. Okay. Donc, ça va être une continuité et en même temps, vous n'aviez pas besoin d'être présent de ma conférence l'année passée pour bien vous situer dans ce que je veux faire aujourd'hui. Mais on va se situer dans le même sujet, dans le même ordre d'idées de la conférence. Donc, je vais parler un petit peu de la psychologie transpersonnelle. J'ai un doctorat en psychologie transpersonnelle et c'est très rare que je vais vraiment comme parler de ça, d'avoir un doctorat. Mais la psychologie transpersonnelle, c'est une psychologie holistique et l'objectif, c'est de comprendre vraiment le développement holistique de l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire être un être humain? Puis qu'est-ce que ça veut dire réellement se développer? Qu'est-ce que ça veut dire actualiser réellement, profondément, totalement, entièrement son être? Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Vraiment, le message qui venait de plus en plus, c'est de présenter ma compréhension, mon cheminement, parce que c'est aujourd'hui, je pense que je célèbre, je faisais un peu le décompte, 40 ans d'exploration de la conscience. Dans cette perspective-là psychospirituelle, à l'âge de 17 ans, j'étais extrêmement rebelle, j'étais vraiment difficile et ma mère m'a envoyé, on n'avait pas l'école de réforme, mais m'a envoyé dans un cours, la méthode Sylva Bergeron. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la méthode Sylva Bergeron, méthode de communication. Donc, j'avais 17 ans et j'ai aujourd'hui 57 ans. Et donc, je sais le décompte, my God, ça fait déjà 40 ans. Et à l'âge de 19 ans, j'ai décroché. J'ai décroché de l'école. J'étais dans ce que je vais appeler une communauté alternative pendant 2 ans. Pour essayer déjà, je réalise aujourd'hui que déjà, cette impulsion-là qu'on va parler, que je vais arriver à la fin, mais je vais commencer à en parler maintenant, on va arriver à la fin à comprendre l'impulsion évolutive, transformationnelle, qui est la dimension la plus intrinsèque et fondamentale de notre être, était déjà là. Était déjà là en train de cogner à ma porte pour me dire « wake up, réveille ». Et donc, elle m'a amené là et ensuite, je me suis dit « bon, il faut que je retourne à l'école quand même, j'ai besoin un peu plus d'éducation ». Et donc, puis l'université, pour moi, ce n'était pas quelque chose que je contemplais. J'arrivais d'un milieu où on ne parlait pas beaucoup d'université. Alors, je me suis retrouvé à l'université aux États-Unis, en psychologie transpersonnelle, et faire un doctorat. Et aussi, j'ai eu l'opportunité de travailler et d'étudier avec Stanislav Grof, qui est un des spécialistes. C'est celui qui a fait le plus de recherches pendant 25 ans sur le LSD puis la transformation de la conscience, puis il a développé une approche qui s'appelle la respiration holotropique et qui est une approche naturelle pour induire des états non ordinaires de conscience. Pour induire des états non ordinaires de conscience ces états-là, nous mettent davantage en contact avec nous-mêmes. Parce qu'on pourrait définir l'ego comme une conscience ordinaire et notre essence comme une conscience non ordinaire. Alors, on va explorer ça. Donc, la psychologie transpersonnelle a été mon sujet d'étude et j'ai fait ma thèse de doctorat sur les états non ordinaires de conscience. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est vraiment de la conscience et j'aimerais vous en parler le plus possible dans un esprit où non seulement vous donnez des connaissances aujourd'hui sur la conscience, mais qu'ensemble, on puisse tranquillement, au fur et à mesure de la conférence, toucher de plus en plus à cette énergie-là de la conscience. Il y a une belle citation que j'ai ici de
Ken Wilber, qui dit que l'exploration des dimensions de la conscience a un effet psychoactif. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est non seulement d'en parler d'une façon intellectuelle, mais de nous amener tranquillement à essayer de s'ouvrir ensemble dans cet espace-là, de devenir davantage conscient de cette conscience qui est toujours présente, sauf que c'est nous qui n'est pas présent à elle. Hein, parce qu'on est pris dans notre mental, on est pris dans nos préoccupations, on est pris d'en faire des choses et on est souvent absent de nous-mêmes. Donc, dans cette conférence-là, j'aimerais tranquillement, avec vous tous, puis qu'on ait tous cette intention-là, qu'on va tranquillement s'en aller à goûter, à sentir, comme si j'utilise les terminologies de Otto Scharmer, to presencing. Donc, emmener cette énergie de conscience. Donc, je vais m'inspirer aussi beaucoup de Otto Scharmer, que j'adore comme auteur, qui dit que aujourd'hui, le plus grand angle mort du leadership, c'est l'espace intérieur à partir duquel on pense et on agit. Okay? On est en train actuellement, dans la réalité actuelle, dans notre vie, dans notre petit monde, on est en train de créer une quantité effarante de réalités que personne ne veut. On crée des réalités de pauvreté, on crée des réalités de guerre, de famine, de pollution. On est en train d'exploiter la planète. On est en train de créer individuellement et collectivement une quantité effarante de réalités que personne ne veut. On crée à l'intérieur de nous des états de dépression, des états de tension, des conflits, de la frustration. Combien de fois est-ce qu'on se retrouve frustré, malheureux, inquiet, stressé, et que ce n'est pas un état de conscience dans lequel on veut être. On se retrouve inconsciemment dans des états d'être que l'on ne veut pas. Et on produit continuellement, inconsciemment, ces états-là dans lesquels on ne veut pas se retrouver et qu'on se retrouve. Et Otto Scharmer pose cette question-là, comment ça se fait qu'on se retrouve dans des états d'être qu'on ne veut pas? Et la réponse à la question, c'est l'inconscience des structures de conscience qui donnent naissance à nos états. C'est l'inconscience des structures de conscience qui sont à l'origine de notre expérience. On se retrouve à créer. On est fondamentalement des créateurs. On est fondamentalement des créateurs. On ne peut pas ne pas créer. On crée continuellement. On fait des choix continuellement. Vous êtes ici aujourd'hui, vous avez créé cette réalité-là. C'est vous qui vous êtes amenés ici. C'est vous qui avez fait les choix. Vous avez fait des décisions, vous avez fait des actions. On est tout le temps en train de créer. Sauf qu'on a un bug dans notre système de création. On a un bug majeur dans le processus de création de la réalité dans laquelle on veut être. Et le bug, c'est l'inconscience des structures de conscience qu'on utilise pour donner naissance à la réalité dans laquelle on est, individuellement et collectivement. Et c'est ça que je voudrais explorer avec vous aujourd'hui. Et Otto Scharmer appelle ça l'angle mort. C'est l'angle mort du leadership, mais c'est l'angle mort de la conscience. Je rencontre la réalité arrive, et la conscience rencontre cette réalité-là, et dans ce mouvement-là de rencontre
avec ce qui est, la conscience qui vient rencontrer le moment présent, cette structure de conscience-là, elle doit évoluer. Parce que quand on rencontre, je m'en vais sur la route, quelqu'un me coupe, oups, ça c'est la réalité qui arrive. Je m'en vais, il y a 2 semaines, il m'est arrivé une expérience justement comme ça. J'étais en train de donner mon cours à l'université à Ottawa et j'ai, techniquement parlant, crashé. J'ai eu une crise de rein, une pierre sur le rein. Et donc ça, c'est la réalité qui arrive. La réalité arrive. Comment est-ce que je rencontre cette réalité? Dans quel espace intérieur je suis? Parce que dans cet espace-là, toute ma réalité va se créer. Okay? Donc, on va un peu disséquer cette réalité-là, de la façon, et on pourrait dire que le coaching, je voudrais continuellement faire des liens entre la conscience et le coaching, parce qu'on est vraiment dans un congrès sur le coaching. Donc, un des plus grands défis du coaching est d'aider nos clients à devenir conscients de cet espace intérieur-là. Donc, les clients arrivent, ils s'assoient devant nous, puis ils sont dans des problématiques. Puis ils sont souvent dans une expérience de se sentir victime ou impuissant, ou ils sont dans des situations, encore une fois, qu'ils ont créées, mais qui ne comprennent pas complètement pourquoi ils se retrouvent dans ces situations-là. Et donc, je crois que pour nous, comme coach, d'être capable de ralentir avec nos coachés, puis de pouvoir les aider à devenir conscients de la façon dont ils créent cette réalité-là dans laquelle ils sont présentement. Okay? Et je vais référer beaucoup à mon ami, je l'appelle un peu mon ami, Eckhart Tolle. Qui connaît les travaux d'Eckhart Tolle? Tout le monde. On est tous un peu des fans d'Eckhart Tolle. Prendre conscience de son état de conscience. La seule chose dont vous pouvez vraiment prendre la responsabilité, okay? La seule chose qu'on peut vraiment prendre responsabilité et qui est également la seule chose qui est vraiment importante, c'est notre état de conscience. Si vous ne prenez pas de responsabilité de votre état de conscience, vous ne prenez pas responsabilité pour votre vie. Et donc, tout se joue là. Tout se joue dans cet espace-là. De quelle façon, dans quel état de conscience, dans quelle structure de conscience et dans quel contenu de conscience. Ça se joue autour de ces 3 éléments-là qu'on va regarder ensemble. Okay? Les états de conscience, les niveaux de développement de conscience, les structures de conscience, la conscience dans la forme et les contenus de conscience. Et pour la plupart d'entre nous, toutes ces choses-là sont toutes mélangées. On est un petit peu comme perdu à l'intérieur de ces différentes dimensions-là. Donc, on va regarder ça ensemble pour pouvoir mieux se situer. Et mon objectif, c'est qu'à la fin de la conférence, vous ayez plus de clarté, de compréhension et de capacité de maîtriser cette dimension-là fondamentale de notre être, qui est la conscience, de façon à ce que l'on puisse s'asseoir davantage dans notre pouvoir de créer la réalité que l'on veut créer. Et, dans un même ordre d'idées, comment on va être capable de créer cet empowerment avec les gens avec qui on coach. Comment on va pouvoir aider les coachés à devenir davantage capables. Donc, je représente un petit peu cette chose-là, comme je viens de le dire. Il y a le moment présent qui arrive, et ensuite, il y a la conscience qui rencontre ce moment présent-là. Et cet espace-là, c'est l'espace de la création, puis c'est aussi l'espace que j'appelle l'espace de la responsabilité radicale. Et ma compréhension de cette responsabilité-là, elle a été mise en valeur beaucoup par un auteur qui s'appelle Viktor Frankl, qui a été incarcéré dans les camps de concentration. Et Frankl, dans son livre, Un homme à la recherche de Man in Search of Meaning, je ne me souviens pas en français, c'est quoi exactement? La recherche du sens. Il dit, ce que j'ai compris, c'est que les nazis voulaient te tuer 2 fois. Ils voulaient te tuer physiquement, d'une part, mais avant de te tuer physiquement, ils voulaient te tuer
dans ton intégrité. Il voulait tuer ton intégrité, ta dignité humaine. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ma dignité n'était pas sur le marché. Ma dignité était cet espace-là entre qu'est-ce que ces gens-là me font et comment moi je vais donner une signification à cet événement-là. Et cet espace-là, c'est un espace sacré. Toute notre dignité est dedans. Et toute notre liberté de choisir, dans la mesure où on est capable de prendre cette responsabilité-là et d'assumer pleinement ce pouvoir-là que moi, dans cet événement-là, peu importe ce qui se passe, je suis l'auteur de mon expérience. Et ça, ce n'est pas sur le marché. Personne ne peut me l'enlever. C'est dans mes mains. Dans la mesure où je cultive la capacité de conscience. Parce que si je ne me prépare pas, si je ne m'entraîne pas à devenir conscient, ce qui va être présent dans le moment présent, ce n'est pas de la conscience, c'est de l'inconscience. Donc, cette conscience-là, c'est un privilège, mais aussi, elle est développementale, cette conscience-là. Il faut la développer. Il faut aller dans ce que j'appelle le soul gym. Il faut s'entraîner. Il faut entraîner le muscle de la conscience pour que quand arrivent ces événements-là, que tu perds ton portefeuille, que le docteur te dit que tu as le cancer, qu'il y a un accident qui se passe, que tu es en train de donner un cours et puis que tu crashes, puis qu'il faut que tu arrêtes ton cours, puis tu t'emmènes dans l'hôpital parce que tu es dans une crise, comment tu restes en paix avec le moment présent? Comment tu vis ce moment-là avec de la vigilance, de la présence, de la conscience, pour ne pas créer du carbone? Hein? C'est un peu ça, d'une certaine façon. C'est une bonne analogie. Pour ne pas créer du carbone, pour créer de la paix, du bien-être, de l'acceptation, de la réalité que l'on veut. Alors, on continue. Donc, j'appelle ça le nouvel impératif. Si vous me donnez la permission, moi, même si vous ne me la donnez pas, je vais me la donner. Je pense beaucoup en anglais, parce que je lis beaucoup en anglais, je travaille en anglais. Et donc, j'ai mis un petit peu certaines expressions en anglais dans ma présentation, puis des fois, je vais les utiliser. Mais c'est juste un peu pour me réchauffer, parce que des fois, ça me connecte plus avec ces réalités-là. Donc, si j'avais à redonner le titre de ma conférence, parce que là, aujourd'hui, je sais qu'est-ce que je veux dire, ce que je ne savais pas quand on m'a demandé de la conférence, ça allait évoluer. Je dirais que la conférence, ce serait sur le processus de growing up, waking up, cleaning up and showing up. On est à une place maintenant, je crois, individuellement et collectivement, qu'il faut qu'on se réveille. Qu'il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on fasse le processus de purification, de nettoyage, de faire le ménage des pensées, des patentes qui sont dans notre cœur, qui sont dans notre corps, les impuretés, toutes les émotionnelles et les cognitives, pour être capable d'être au monde, puis être capable de continuer ce processus-là où on va arriver plus tard. Je vais parler un petit peu plus tard de le showing up, ça veut dire quoi dans cet esprit-là? Comment ça veut dire être au monde d'une façon plus consciente? Puis comment nous, comme coach, on a une responsabilité aussi envers nos coachés pour les aider aussi à évoluer. Donc, il y a deux axes. Okay? Donc, il y a vraiment comme deux grands axes. Ces deux axes-là, ils se mélangent. Et je ne vais pas rentrer en détail dans ces deux grands axes-là, mais je vais donner certains détails, dont, entre autres, grandir. Grandir est plus du domaine psychologique. Okay? On a les stades de développement de la conscience. La plupart d'entre nous ont une compréhension développementale que
l'enfant passe à travers une série de stades, et ces stades-là sont très bien connus, qui sont des stades développementaux. Et rendu à l'âge adulte, on pensait avant qu'on arrivait tous à l'âge adulte au même niveau de développement, mais on sait très bien maintenant qu'il y a entre 6 et 8 stades différents de développement au niveau de maturité. Donc, on continue à grandir. OK? Et la plupart d'entre nous, à un moment donné, on plafonne. Juste selon les statistiques, le niveau de développement dans la dimension grandir, growing up, le niveau de développement qu'on atteint à l'âge entre 20 et 25 ans, okay, 80 d'entre nous, selon les statistiques, vont mourir là. Vont mourir au niveau de développement qu'on a atteint à l'âge de 25 ans. Parce qu'on atteint une espèce de plafond. Puis après ça, parce que ça, c'est la vie qui nous amène là. Après ça, c'est nous, il faut relever nos manches puis faire le processus de développement. Donc, c'est un processus de développement qui est plus psychologique, c'est le niveau de maturité, une structure séquentielle. Et principalement, ce qui évolue, c'est la capacité de donner du sens à la réalité dans le monde de la matière et de la forme. Okay? Qui va être différent de l'éveil, qui n'est pas pareil. Mais ici, dans la dimension développementale, si tu prends par exemple un enfant de 3 ans, tu l'amènes sur un très haut building et tu regardes en bas, puis les autos sont toutes petites, bien, à l'âge de 3 ans, les autos sont petites. Parce que le système de perception qui donne sens au monde, OK, il n'est pas suffisamment évolué pour comprendre qu'on est très haut et il y a une différence. Donc, ce qui évolue, c'est notre système de perception. Donc, il y a la réalité qui arrive et il y a le système de perception. Et on va toujours obéir à la signification qui est produite par le système de perception dans lequel on est. Okay? C'est extrêmement important de comprendre. Tu es soumis inconsciemment à la grammaire perceptuelle dans laquelle tu es. La réalité arrive, tu es à un stade de développement expert, tu vas donner une signification d'expert à cette réalité-là. OK? Donc, ça, c'est l'axe de grandir. Ensuite, il y a l'axe de l'éveil. L'axe de l'éveil, c'est une dimension qu'on appelle spirituelle, OK? Qui est différente de la dimension psychologique. Et la dimension spirituelle a fait davantage référence à des niveaux d'identité, des niveaux de conception de soi, de répondre à la question « Qui suis-je réellement? Qui est Gilles Brouillette? Qui est Joanne Landry? Qui sommes-nous profondément? » Okay? Et ces niveaux de conscience-là, ils sont moins séquentiels. Les stades de développement, ils sont très séquentiels. Il faut que tu passes à travers un pour aller l'autre. Alors que les dimensions, les états de conscience, d'éveil, tu peux être dans un niveau de développement expert et tu t'en vas dans une fin de semaine de méditation, puis boum, tu as une expérience d'éveil, de conscience qui te révèle plus profondément ton identité. Okay? Donc, on va revenir sur ça un peu plus tard, mais c'est comme une dynamique psychospirituelle dans laquelle on est. Donc, on évolue dans cette dynamique-là. Donc, les stades de développement, alors je vais maintenant vous présenter un peu la séquence évolutive, puis on va voyager à l'intérieur rapidement, parce que je veux vous amener principalement dans les derniers stades de développement. Donc, la conscience égo-systémique, OK? Donc, cette conscience-là, c'est le premier niveau, et c'est la conscience de l'ego. Et je dirais que le operating system, le système d'exploitation, OK, de la conscience égo-systémique, c'est ce que j'appelle le système du « ou ». On est principalement dans la dualité. On est dans le monde de la séparation. Okay? Donc, quand on est dans le système de l'ego, tout nous apparaît dans le monde de la séparation, ce qui fait que tout ce qui existe, tout ce qui est perçu dans la structure perceptuelle est possiblement une menace à notre être.
Comme par exemple, actuellement, si j'étais dans la conscience égoïque, je pourrais dire, ouais, peut-être des gens qui n'aimeront pas ma conférence, c'est peut-être trop ésotérique, c'est peut-être trop comme ça. Donc, il y a une inquiétude continuellement sur qu'est-ce qui est à l'extérieur de moi, et cette inquiétude-là m'amène à vivre fondamentalement dans un état émotionnel qui s'appelle la peur. La peur, c'est un peu le tissu énergétique de fond de la conscience égoïque qui vit dans le monde de la séparation. Donc, encore une fois, Eckhart Tolle, la structure même du soi égoïque comporte un besoin d'opposition et de résistance et d'exclusion destiné à maintenir le sentiment de séparation. Donc, intrinsèquement, il y a cette séparation-là, puis il y a le besoin d'être dans la séparation parce que l'absence de la séparation, OK, est une menace à ton identité. C'est dans le te séparer que tu t'identifies, tu te mets au monde. Moi, je me souviens très bien comment que j'ai utilisé cette énergie-là de top-down. Quand j'ai fait mon 360 du Leadership Circle, qui est un outil d'évaluation, il y avait beaucoup cette évaluation d'être arrogant. Il y avait vraiment qui était « Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? » Et cette énergie-là d'arrogance, c'est une énergie de séparation, une énergie de top-down pour vraiment affirmer mon être. Okay? Donc, me séparer pour m'affirmer, me différencier. L'objectif fondamental de l'ego, c'est d'être, d'exister comme un être séparé et distinct. Okay? Donc, l'ego, c'est quoi? C'est une agglutination, c'est un réseau, un ensemble de formes pensées récurrentes, de schémas émotifs, des modèles mentaux conditionnés, associés à un sentiment de soi, de « je ». Donc, c'est un ensemble d'identification. Okay? L'ego apparaît quand le sens de l'être, du « je suis », c'est-à-dire la conscience sans la forme, est confondu avec la forme. Donc, on va le voir plus tard, notre conscience essentielle, notre identité essentielle dans la conscience essence n'est pas dans la forme. Sauf que pour être un être humain, cette conscience-là, elle s'incorpore, s'incarne dans le monde de la forme et elle prend la forme principalement des modèles mentaux, des identifications. Donc, la conscience universelle s'identifie, se rentre dans le monde de la forme à travers 3 contenus principaux qui sont les formes pensées, les émotions et les sensations. C'est les 3 seuls contenus de la conscience dans le monde de la forme. Et quand cette conscience-là s'identifie à ce monde de la forme-là, c'est l'apparition de l'ego. La problématique, il n'y a pas de problème avec ça, la problématique, c'est que cette identification-là, elle ferme la porte. Plus tu es identifié à qui tu crois que tu es, moins tu es en contact avec qui tu es, essentiellement. Est-ce que ça se comprend? Et donc, ça, c'est la conscience qui se perd dans le monde de la forme et qui donne naissance à qui nous sommes. Donc, c'est un peu paradoxal parce que plus tu as le sentiment dans ton identité d'être qui tu es, tu ne peux jamais être plus loin que qui tu es réellement. Donc, l'objectif de l'ego, dans son besoin d'être et être édifié, je suis Gilles Brouillette, j'ai un doctorat, j'ai telle qualité, j'ai tel argent en banque, je conduis une BMW, non, c'est pas vrai. Toutes ces identifications-là créent mon être et deviennent la prison dans laquelle je suis emprisonné et qui me fait être séparé de qui je suis. Et ça, c'est un des bugs majeurs dans le développement. C'est l'inconscience de soi qui est liée à l'ensemble des identifications
qui crée notre identité. OK? Donc, l'ensemble de ces identifications-là fait notre identité, puis crée l'illusion de notre être et nous sépare de notre essence. Donc, le processus par lequel la conscience se perd dans le monde s'appelle les identifications et moi, je donne le nom de les modèles mentaux à l'ensemble de ces identifications-là. Donc, d'un point de vue de la conscience égo-systémique, donc ça, c'est la structure égo-systémique, la plupart d'entre nous vont confondre qui nous sommes avec ce à quoi nous sommes identifiés. OK? Et comme Eckhart Tolle le dit, j'aime bien Eckhart parce qu'on est tellement d'accord sur plusieurs points, la plupart des gens passent toute leur vie en prison dans les limites de leur propre pensée. C'est nous ça. C'est moi. Emprisonné à l'intérieur de la conception que j'ai de moi-même à travers l'ensemble des identifications. Et ce processus-là de sortir de ces identifications-là, une des choses que je voudrais dire maintenant, c'est un processus sérieux. C'est un processus de travail profond et toute une vie complète pour sortir de ces identifications-là et de retrouver le chemin vers qui nous sommes. Et je vous parlerai tantôt un peu plus de mon expérience de ce processus-là. Donc, en résumé, la conscience égo-systémique, conscience qui est dans la séparation, dans l'opposition, elle est assise fondamentalement sur la peur, qui est l'émotion fondamentale. C'est inconscient. La plupart de nos modèles mentaux, les choses auxquelles on est identifié, sont à l'intérieur de nous. On a absorbé les modèles mentaux à travers l'éducation, la religion, les cultures, et on nous a dit qu'on doit être ou ne pas être d'une certaine façon. Robert Keegan appelle cette structure de conscience-là de social mind. Le social mind, c'est la conscience qu'on a absorbée à partir des demandes et des exigences conscientes et inconscientes de la culture et du système dans lequel on est. Et là, on est à l'intérieur de nos modèles mentaux, puis qui peuvent apparaître très beaux aussi, comme par exemple, si je suis à l'intérieur du besoin d'être respecté. Le respect, c'est une valeur, c'est une belle valeur. Qui a cette valeur-là? On a tous la valeur du respect. Mais en même temps, le respect, c'est un modèle mental. Si j'ai le modèle mental respect, ça veut dire que j'ai une exigence que la réalité, quand je la rencontre, elle me donne du respect. Et à chaque fois que je rencontre une réalité dans laquelle le modèle mental respect n'est pas rencontré avec ses exigences, qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce que je vis? Je vis le non-respect. Je viens de produire de la réalité que je ne veux pas. De vivre le non-respect. Puis je ne sais pas comment je le vis, le non-respect. Mais en fait, je le sais, c'est parce que tu ne m'as pas respecté. C'est ça la confusion profonde. Okay? Il y a des confusions profondes dans l'inconscience des structures qui donnent naissance à notre expérience. Et si je ne sais pas que l'absence de respect provient d'abord et avant tout de l'exigence du modèle mental à l'intérieur duquel je suis encapsulé et qui ne rencontre pas la réalité qui est le respect comme il le veut, je n'ai pas d'option et de choix autre que de vivre le non-respect, à moins que j'ai une conscience consciente qui vient d'être court-circuiter le processus. Si je n'ai pas accès à ce moment-là, je vais être dans une réalité que je ne désire pas, qui est de vivre l'expérience du non-respect. Ça fait du sens? C'est ça la poutine de l'ego. C'est l'encapsulement, l'esclavage, la conscience qui est rentrée, encapsulée dans les modèles mentaux, puis là, je m'en vais dans la réalité
avec tout ça. Et ça, c'est tout le bagage, puis c'est personnel, c'est collectif, c'est transgénérationnel. Ça a été rentré dans mon système. Je suis là, et puis je m'en vais avec ça, puis bing, bang, bang. Rentre dedans parce que la réalité, elle, ne se conforme pas à l'ensemble de ces modèles mentaux-là. Et je me retrouve dans des réalités intérieures de désarroi, de peur, d'inquiétude, de frustration, de tension. Je ne suis pas en paix avec le moment présent parce que je n'ai pas la conscience des mécanismes qui produisent la paix. Make sense? Donc, réaction, modèles mentaux, des exigences, conscience de victime et d'impuissance, créer des réalités que personne ne veut, et ce social mind. Et donc, pour faire un clin d'œil au coaching aussi, bien, la plupart des gens qui s'assoient dans nos bureaux, qui viennent nous voir, ils sont dans ces états-là. Ils sont encapsulés dans les modèles mentaux, des exigences, des besoins, des attentes, et ils ne sont pas clairs dans la façon, dans la mécanique intérieure qui se produit, qui crée ces réalités-là, et comment développer la capacité, le pouvoir intérieur, les assises intérieures pour donner naissance au monde que l'on veut créer. OK? Donc, conscience écosystémique. Donc, le deuxième niveau de développement, c'est la conscience écosystémique. Et je dirais que la conscience écosystémique, c'est un peu une évolution de la conscience égoïque, mais plus raffinée, plus développée. Okay? On n'est pas sorti du monde de l'ego complètement, mais la conscience écosystémique, c'est un état de conscience où l'attention est placée sur le bien-être du collectif. Donc, dans la conscience égoïque, en anglais, on parle « skin encapsulated ego ». C'est que je vis vraiment à l'intérieur de ce corps-là, dans mes modèles mentaux. Dans la conscience écosystémique, la tête se lève un peu. On commence à être en contact avec le collectif, on commence à être en contact avec les gens qui sont autour de nous. On a une conscience qui est plus systémique. Okay? Et le sens de notre être vient de cette relation-là qu'on a avec le système dans lequel on est. Et il y a une attention, un désir et une reconnaissance que je ne suis pas si séparé que ça. Bien qu'en apparence, quand je suis vraiment comme trop pris dans cette conscience-là, égoïque, je suis comme l'impression que j'existe à l'intérieur de la peau. Je suis ici. Et donc là, je ne suis pas là-bas. C'est pour ça que le sentiment de séparation est tellement fort. Mais dans la conscience écosystémique, je commence à sentir le champ relationnel. Je commence à sentir que, par exemple, dans le sentiment de la famille, on est une famille. On se sent une famille. Donc, quand on a l'expérience famille, on peut sentir l'énergie du collectif, l'identité collective. Il y a déjà un sentiment d'identité, parce que les identifications sont différentes. En s'identifiant et en reconnaissant la dimension collective, j'élargis mon sentiment d'être et par conséquent ma relation avec l'autre. Donc, la reconnaissance de notre interdépendance. Et ça, j'enseigne beaucoup ça au niveau du leadership. Parce que le leadership, c'est beaucoup cette capacité-là d'être en relation et d'influencer les autres. Et une des choses que le leader doit devenir conscient, c'est qu'on est toujours en train d'influencer les autres. Je suis toujours en train d'avoir un impact sur les autres. Et de cultiver la conscience de l'impact que j'ai sur l'autre m'amène à prendre ma conscience puis à aller dans le monde de l'autre, puis rester présent à l'autre dans la façon dont moi j'apparais, de la façon dont moi j'influence. Quelle est ma contribution dans l'autre? Déjà, on commence à marcher le chemin de la conscience qui est universelle. Parce que la conscience universelle, on s'en va très loin dans ce chemin-là. Mais il faut marcher, il faut progresser dans cette chose. Donc, cette conscience-là d'interdépendance
qu'il se passe un problème là-bas, loin de moi, puis que je le regarde, puis que je dis, comment moi j'ai contribué à ça? Plutôt que dans l'ego, de quelle façon je ne suis pas lié à ça. Je ne suis pas connecté à ça parce que ça, c'est là-bas, puis moi, je suis ici. C'est évident que je n'ai rien à voir avec ça. Et de devenir plus... Il faut comme développer des yeux qui permettent de voir un petit peu plus dans l'invisible. Pour être capable de voir comment on m'affecte et comment qu'est-ce que je dis, ce que je fais, ce que je ne dis pas, ce que je ne fais pas, est en train d'impacter l'autre. Et prendre cette responsabilité-là. Prendre cette responsabilité-là de l'influence et l'impact que j'ai sur l'autre. Okay? Donc, ça paraît curieux de dire, mais au niveau des stades de développement, pour ceux qui savent les stades de développement, où on est plafonné, le stade expert, performant, puis ensuite on catalyseur, dans différents modèles. Et 80% des gens opèrent dans une conscience égo-systémique. Techniquement parlant, ou statistiquement parlant, à peu près seulement 20% de la population qui sont capables d'aller au niveau du catalyseur et plus. Et c'est ce niveau de conscience-là qui est nécessaire pour être capable d'aller dans le monde de l'autre, puis de voir la réalité à partir de l'autre et d'être dans ses bottines, puis de voir comment le monde apparaît à partir de là. Donc, c'est quand même une étape importante. Et je dirais que le cœur de cette dynamique-là, de l'ouverture au niveau de la conscience écosystémique, c'est vraiment le niveau du cœur. C'est vraiment être capable de passer du mental à l'ouverture au niveau du cœur. Au niveau de capable de justement sentir cette dimension-là qui est plus comme horizontale. Puis d'avoir cette ouverture-là de compassion, cette ouverture de présence, cette ouverture de bienveillance, qui demande aussi une ouverture au niveau de l'esprit, au niveau de la volonté, tout le courage que ça prend pour aller dans l'authenticité, dans la vulnérabilité. On est tellement pognés dans notre petit monde avec notre besoin de protection. Ah, je ne peux pas dire à l'autre comment je me sens, ou je fasse attention, on peut prendre avantage de moi. Il y a tellement de peur que d'être capable d'ouvrir, être présent, être capable d'être vulnérable, se révéler, se désidentifier de soi-même, se relâcher. Il faut se relâcher, il faut relâcher. Puis c'est dans la conscience écosystémique qu'on commence à se relâcher dans le collectif. Et ça prend aussi de la confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiant que je peux m'exposer. Je peux prendre soin de l'autre, je peux être présent à l'autre, entendre l'autre, être influencé par l'autre. Demander pardon. Je viens de prendre conscience que qu'est-ce que j'ai dit t'a affecté. Ce que tu vis, ça a rapport à ma façon de faire et d'être. Et là, j'aimerais ça juste le nommer avec toi que la façon dont je me suis comporté a créé un impact sur toi. Et là, je veux le reprendre. Cette capacité-là de dire, nommer, reconnaître, demander pardon, c'est la capacité de reprendre l'impact négatif qu'on a fait chez l'autre, se réapproprier. Ce qui fait que l'autre n'a pas à dealer avec notre inconscience. Et ça se passe tout au niveau du cœur. Ça se passe tout dans la conscience de soi, dans la conscience de l'autre et dans la responsabilité relationnelle qu'on a. Et ça, pour nous, les coachs, c'est extrêmement important parce qu'on est en relation intime avec des gens. Et la façon dont on est avec ces gens-là, comment on est réellement ouvert pour qu'eux puissent aussi s'ouvrir
C'est nous qui avons la responsabilité d'ouvrir l'espace de vulnérabilité dans lequel le client peut aller. En le faisant, nous amenons cet espace, ce contexte d'ouverture et de présence qui indique à la personne inconsciemment que c'est un espace sécuritaire ici, qu'on peut être, qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qu'on peut nommer, qu'on peut reconnaître. Si dans votre structure de conscience, vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas amener les gens là. C'est une condition. C'est nous qui créons le contexte qui permet qui crée l'espace dans lequel le contenu de ce que les gens vivent va pouvoir être exploré. Donc, l'ouverture au niveau du cœur, l'ouverture de la conscience écosystémique, il y a un paquet de mots ici. Partenariat, alliance, inclusion, interdépendance, collaboration, co-création, service, empowerment, bienveillance, compassion, confiance mutuelle, authenticité, appréciation, C'est tout sur la même vibration, la vibration du cœur. Et la conscience écosystémique, elle est difficile à vraiment travailler parce que on a beaucoup de blessures au niveau de l'inconscience des relations dans lesquelles on a vécu. On a beaucoup été blessés, puis on a blessé au niveau relationnel. Donc, si on veut réellement s'éveiller et grandir et se transformer, il faut faire une démarche de nettoyage aussi. Hein? Growing up, waking up, cleaning up. Et le cleaning up, le nettoyage, se fait beaucoup au niveau émotionnel, relationnel. Question de coaching, pour reconnecter ça au coaching dans une perspective écosystémique. Imagine que cette situation est une situation parfaite dont tu as le plus besoin. Qu'est-ce qu'elle t'invite à comprendre, apprendre, transformer? Donc, dans la conscience écosystémique, on veut essayer continuellement de se replacer et de replacer nos clients dans des structures plus larges, okay? De commencer à faire du sens dans le système dans lequel on est. Okay? Qu'est-ce que les gens dont tu es imputable ont le plus besoin d'apprendre? Donc, on fait du travail de développement et de demander à notre client, pas juste qu'est-ce que toi tu as besoin de développer, c'est une bonne question, mais qu'est-ce que le système dans lequel tu es? Qu'est-ce que les gens dont tu as une imputabilité ont besoin que tu transformes et que tu apprennes? Et donc là, c'est enraciner un peu notre questionnement dans le système à l'intérieur duquel la personne est et qui amène un autre niveau de questionnement. Un niveau de questionnement qui est beaucoup plus large, beaucoup plus systémique. OK? Qui dois-tu devenir pour répondre aux besoins de cette situation-là? Donc, encore là, des questions qui ont beaucoup plus transformationnelles, qui ouvrent dans une dimension du système. Donc, pour finir avec la conscience systémique, je dirais que, mettons qu'on a les stades de développement ici, puis ici, on est dans la conscience égoïque. Quand on est dans la conscience égoïque, on regarde les situations, puis on se demande de quelle façon est-ce que cette situation-là va répondre à mes besoins. Okay? La préoccupation numéro 1 majeure, c'est de quelle façon la situation va répondre à mes besoins. Dans la conscience écosystémique, quand on monte dans un stade de développement, on regarde la situation et on se demande de quelle façon est-ce que je vais répondre aux besoins de la situation. Et donc là, j'ai une conscience beaucoup plus large. Et la situation dans laquelle nous sommes, si on peut s'imaginer qu'elle est parfaite
pour qui nous sommes à ce moment-là, elle va être l'invitation pour se transformer. OK? Je veux vraiment commencer, je ne sais pas si vous voyez, étirer. Mes besoins ne sont plus seulement mes besoins à moi, mais c'est les besoins du système dans lequel je suis qui commencent à m'informer de la transformation que j'ai besoin de faire. Et ça, c'est le chemin, c'est les pas que je commence à suivre pour m'en aller, où on s'en va tranquillement ensemble, on s'en va dans la conscience elle-même, la conscience profonde de qui je suis, qui, elle, va faire les demandes sur ma transformation. Vous suivez? Mais tu ne peux pas aller là, c'est la chose que tu ne peux pas aller dans cette expérience-là de la conscience profonde si tu ne t'entraînes pas dans des systèmes de conscience qui sont du ego à écho. Il faut s'entraîner, il faut faire cet entraînement d'aller vers l'autre, de sentir l'autre, pour devenir de plus en plus sensible et capable de sentir les besoins du collectif, pour s'entraîner à sentir les besoins de notre propre conscience qui est universelle. Donc, prochaine étape développementale, donc écosystémique commence à s'ouvrir sur les gens, sur le système, sur le collectif. On rentre dans ce que j'appelle la conscience témoin. On pourrait appeler mindfulness. Et qu'est-ce que c'est la conscience témoin? C'est que la conscience témoin, c'est la conscience qui nous permet de devenir conscient des contenus de conscience. Là, on commence à se réveiller un peu. On commence à devenir... Dans la conscience égosystémique, je ne suis pas conscient. Je suis juste inconsciemment conscient. C'est comme un chien. Excuse de le comparer au chien. Juste une parenthèse. Tu arrives chez vous, quand tu rentres chez vous, puis ton chien te voit, puis là, il part, puis il est content de te voir, puis il saute sur toi, puis déchire ta chemise. Le chien, il est conscient que tu arrives, il est conscient que tu es là, mais il est inconscient de lui-même. Il déchire ton... Puis il va dire « Oh my God, je viens juste de déchirer le beau manteau de mon maître. » Il n'y a pas cette capacité-là d'être conscient de lui-même. Il est inconsciemment conscient. OK? Inconsciemment conscient. Ça, c'est l'ego. Ensuite, la conscience écosystémique commence à s'élargir, commence à devenir plus vulnérable, plus ouvert avec nous. On s'ouvre au système. Et on arrive à la conscience témoin. Et la conscience témoin, c'est la conscience qui se dégage des modèles mentaux et qui est capable de voir et de distinguer les contenus de conscience. Elle est capable de voir les pensées. Ah, wow, telle personne est arrivée, puis je me suis senti frustré, puis parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés dans un meeting, il m'avait coupé la parole 3 fois, puis il m'avait un peu comme blablabla. Et là, au lieu d'aller dans la frustration ou dans l'énergie de ressentiment envers la personne, l'énergie de ressentiment commence à arriver, mais là, j'ai la conscience qui est consciente des contenus de conscience. Et là, je le pogne. Je vois où ma conscience inconsciente va, mais parce que j'ai accès à une conscience consciente que j'ai cultivée, elle est capable de voir, distinguer, puis de neutraliser ce contenu de conscience-là. Et là, il y a un nouveau niveau de maîtrise qui vient d'émerger dans mon être. Un niveau de capacité, dans le présent, de créer la réalité que je veux créer. C'est ça l'objectif, n'est-ce pas? D'assumer ce pouvoir créateur qui est pouvoir donner, mais qu'il faut comme s'entraîner pour l'assumer. Donc, cette conscience-là, la conscience témoin, elle nous permet de voir les contenus de conscience
Et Eckhart Tolle l'appelle « inner space ». C'est la conscience dans laquelle les émotions arrivent et elle est un espace qui contient les contenus. Et puis, on peut les voir, les distinguer, les nommer. Donc, l'idée ici dans la conscience témoin, c'est de toujours cultiver quelle est ma relation avec le moment présent. On commence à devenir beaucoup plus entraîné à avoir ce que je pourrais appeler, que j'appelle pour moi-même, c'est une vigilance. C'est cultiver une vigilance du moment présent, OK? Et qui est tout le temps en train d'être dans le présent et d'abord et avant tout, de dire de quelle façon est-ce que je veux être en relation avec le moment présent. OK? Donc, il y a ce qui arrive et il y a la conscience, et là, je cultive cette conscience consciente-là. Et donc, pour moi, la conscience témoin, elle change la référence. On fait il y a un passage qui se fait. Si on peut cultiver cette conscience-là, c'est comme si on est ici dans la conscience égoïque, et là, et qu'il est encapsulé dans les contenus de conscience, et là, on saute dans le contenant qui contient les contenus de conscience. Et là, quand on commence à s'identifier dans cette nouvelle dimension de soi, pouf, il y a comme une espèce d'énergie de bien-être, de calme, de présence qui commence à s'installer, qui fait comme tu coupes avec l'énergie de l'anxiété, l'énergie de la peur. Parce que là, il y a un empowerment commencer à s'asseoir dans soi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? S'asseoir dans soi-même. Il y a comme un premier contact, en fait, conscient, éveillé, avec le qui je suis, quand je ne suis pas, encapsulé dans les contenus de conscience. Commencer à se reconnaître. Parce que ce n'est pas évident, parce qu'on se connaît dans les contenus, on se connaît comme égaux. Qui suis-je, moi, quand je ne suis pas égaux? Reconnaître, cultiver cette dimension-là de notre identité, et plus on fait ça, plus on est capable de voir quand on n'est pas là. Parce que c'est ça l'idée, c'est la distinction. La conscience, si je fais définir la conscience, c'est l'acte de distinguer. Je suis conscient du vert. Pourquoi? Parce que je peux le distinguer de tout ce qui n'est pas vert. That's simple. C'est aussi simple que ça. Et donc, d'aller dans cette conscience-là, pour la reconnaître, la cultiver, pour être capable de développer le muscle de cette conscience-là. Donc, la conscience témoin, encore là, Eckhart Tolle, avec la conscience témoin vient la désidentification. OK? Ça, c'est le mot-clé, la désidentification. La conscience essence qui s'était encapsulée dans la conscience forme, qui sont les modèles mentaux, les structures, pensée, émotion, sensation, se retire d'une certaine façon, et ce processus-là, okay, donc la conscience vient la désidentification des pensées, des émotions et des réactions. Ceci ne doit pas être confondu avec le déni. Tu n'es pas en train de nier ce qui se passe. Tu es en train de changer ton point de référence. Okay? Au lieu d'être dedans, tu es dehors. Au lieu que le modèle mental il t'est, tu as le modèle mental. OK? Donc, le contenu de conscience devient un objet de la conscience et toi, tu deviens le sujet. Et ça, ce passage-là, là, c'est là que ça se passe. Ça, c'est la porte. On vient de trouver la porte pour aller vers soi-même. Si tu ne trouves pas cette porte-là, oublie ça. Tu es en prison, techniquement parlant.
On est pris dedans, OK? Donc, ceci ne doit pas être confondu avec le déni. La pensée, les émotions, les réactions sont reconnues. C'est tout, reconnues. Et au moment de la reconnaissance, la désidentification se produit automatiquement. L'acte de devenir conscient tue l'inconscience. C'est comme la lumière. S'il n'y a pas de lumière, on peut-tu fermer les lumières aussi, rapidement? Non, ça va être compliqué. S'il fait noir ici, rouvre la lumière tue la noirceur. Bang! Fini. On voit tout. C'est pareil avec la conscience. La conscience tue l'inconscience. Bang! Ben, souvent, ça ne marche pas comme ça, mais c'est le mécanique. C'est la mécanique intérieure. Donc, votre perception de vous-même, de ce que vous êtes, subit un changement. Avant, vous étiez les pensées, les émotions, les réactions. Maintenant, vous êtes la conscience, la présence et la conscience témoin. OK? Et donc, ça, c'est la porte d'entrée. Et il y a des petites pratiques que je vais mettre de côté pratique aussi dans ma présentation. Il y a 3 pratiques qui nous permettent de cultiver cette conscience-là, cette conscience témoin. OK? Et la première, en fait, les 2 autres découlent de la première, c'est la pratique du non-jugement. OK? Et ça, ce n'est pas facile parce que l'acte, justement, mental, l'acte avec lequel on rencontre la réalité, c'est les modèles mentaux. Puis la première chose que le modèle mental fait, la première préoccupation, c'est d'étiqueter la réalité. Parce que tu veux savoir c'est quoi qu'il y a là, parce que est-ce que je dois me protéger ou non? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le monde de la séparation, et donc ce qui est là, c'est peut-être dangereux. Donc j'ai besoin de clarifier. Donc, l'acte primordial de la structure de conscience égoïque, c'est l'étiquetage. C'est de mettre une étiquette sur la chose et ça s'appelle un jugement. On va faire un jugement puis on va identifier. Puis notre jugement, habituellement, il est binaire. C'est good or bad. J'aime, j'aime pas. Bon, pas bon. Puis si c'est bon, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'accrocher. Puis si c'est pas bon, on va résister. Qui sont les 2 mouvements fondamentaux de la conscience. L'ego, il regarde, clarifie qu'est-ce que c'est, puis droite ou gauche. Je me protège ou je prends. Puis les 2 vont créer des problèmes. Parce qu'après, tu vas, j'aime, puis là, tu vas t'identifier, une autre identification, ou j'aime pas, puis tu vas résister. Tu continues à perpétuer. Donc, l'acte numéro 1, une des pratiques, c'est d'être capable de voir et d'être présent sans étiqueter. Tout simplement, être avec le ce qui est. Je suis en train de donner mon cours à l'université, journée 2. Je commence à avoir des douleurs. Je suis sorti 3 fois pour aller restituer. Je suis revenu. Je dis, OK, il se passe vraiment quelque chose de pas normal. Puis comment que tu restes tout simplement avec ça et faire confiance à qu'est-ce qui est dans les moments présents pour prendre soin du moment présent. Parce qu'il y a tout le temps dans le moment présent exactement ce dont j'ai besoin dans le moment présent. Et là, j'avais 2 anges qui étaient là avec moi parce que j'avais invité 2 personnes, ce sont des amis retraités, qui sont venus à mon cours, puis ils sont tout de suite venus me voir, puis qui ont pris, bang, puis l'ambulance, ils ont pris en charge, entre guillemets, ma situation. Mais peu importe qu'ils étaient des anges ou non, comment est-ce qu'on reste dans l'expérience, puis qu'on cultive cet espace-là d'être en paix avec le moment présent, puis juste être avec le ce qui est, sans trop tenter de l'étiqueter. Puis d'avoir, ça c'est l'éveil, OK? Si je m'en vais de l'autre côté, dans les stades de développement, la conscience dans la forme qui travaille avec la conscience dans la non-forme, ça serait le modèle mental, parce qu'on doit toujours être dans des modèles mentaux.
C'est juste qu'on ne veut pas être identifié à nos modèles mentaux. OK? Donc, je vais juste back up un peu. Grandir, s'éveiller. Là, je parle un peu plus de la dimension de l'éveil dans la conscience témoin. Mais la conscience témoin travaille avec la conscience dans la forme, donc dans les modèles mentaux. Et la conscience dans les modèles mentaux, elle est dans le narratif, parce que la conscience dans les modèles mentaux est toujours dans un narratif, elle est dans le narratif là, que ce qui se passe, c'est correct. Ce qui se passe est ce qui se passe, c'est tout. Ce n'est pas comme correct, pas correct, même là, je suis en train d'étiqueter. Ce qui se passe est ce qui se passe. Puis, le modèle mental, c'est qu'est-ce qui se passe, si ça se passe, c'est que ça doit se passer, puis juste reste là. Fica-se au lugar, qu'on appelle en portugais. Rester à sa place. Trouver sa place, rester à sa place. Respirer à sa place. Être dans son pouvoir. Être plus connecté avec le système qui arrive. Hein? Avec ce qui est. Donc, l'absence de jugement qui facilite le non-attachement et qui facilite la non-résistance. Donc, si on vire ça à l'envers, on pourrait dire que si vous êtes dans le jugement, si vous êtes dans la résistance, si vous êtes dans l'attachement, vous n'êtes pas dans la conscience témoin. Okay? C'est aussi une façon de le savoir où on est. Parce que l'idée, c'est de savoir où est-ce que je suis. Hein? Parce qu'on se perd. Donc, l'idée, c'est de savoir où on est puis où on s'en va surtout. Et une autre pratique que j'aime beaucoup, qui travaille sur cette dimension-là de la conscience, des pratiques d'auto-observation. Je travaille ici beaucoup pour les... Vraiment, ça, c'est la pratique vraiment pratique pour les coachs et pour nos clients. La pratique d'auto-observation, pratique d'auto-réflexion, la pratique d'auto-correction, qui produit comme effet secondaire la transformation. Cultiver cette conscience-là de soi pour pouvoir s'auto-observer, observer son processus de pensée, son processus émotionnel, ses sensations physiques. Et tout ça, quand on est présent à soi-même, bien, on peut voir, puis on peut adresser. Wow! Quand j'étais dans le meeting, il s'est passé cette situation-là, je suis devenu super comme tendu. On est capable de le voir, puis après le meeting, peut-être aller voir, puis écrire, OK, j'étais tendu par rapport à tel projet, par rapport au changer de deadline. OK. Donc, c'était quoi le narratif? Parce qu'il faut aller toujours voir dans le narratif, c'est quoi l'histoire que j'avais, c'est quoi l'émotion, puis c'est quoi les sensations. Si vous faites ça, c'est un moteur transformationnel. Faire cette pratique-là d'auto-réflexion, introspection, ça nous amène à cultiver cette conscience-là témoin. Ça va pour cette partie-là? Juste combien de temps qu'il me reste? 20 minutes? C'est bon. Excellent. La prochaine dimension, la conscience-essence. Ça, c'est la partie un peu plus difficile à présenter. Donc, je vais vous présenter un petit chant. C'est pas moi qui vais chanter. Et vous avez des feuilles, je peux descendre, moi aussi, je ne suis pas attaché. Hein? Vous avez des feuilles ici. Et parce que le chant est en portugais, et il était enregistré justement en fin de semaine, j'étais dans un travail alternatif, mettons qu'on pourrait dire, travail transformationnel upstate New York. Et on travaillait beaucoup sur connecter avec cette conscience-essence-là. Et il y a un des leaders qui était là, on était dans un espace vraiment de méditation et de centration, et qui a chanté ce petit chant. Et donc, je me suis dit, et c'est en portugais, donc portugais du Brésil, donc vous ne comprendrez pas, mais je voudrais vous inviter à entendre la vibration
du chant. OK? Et si vous voulez suivre avec les paroles, vous avez les paroles qui sont là, ou si vous voulez tout simplement fermer les yeux. Mais l'invitation ici, c'est de respirer et de lâcher prise un petit peu sur tout le blabla que vous avez entendu ce matin. Comme, c'est tout beau, c'est tout bon, bien entendu. Et en même temps, c'est juste des mots qui veulent nous amener à quelque part, qui veulent pointer dans une direction. Et là, ce que j'aimerais, c'est vous faire plus sentir. Parce que la dimension de l'essence, ce n'est pas une dimension, c'est une dimension qu'on peut parler de, mais c'est une dimension qu'on peut plus comme sentir, qu'on connaît, qu'on peut se déposer dedans. Alors, mon invitation, c'est soit vous fermez les yeux ou vous regardez, suivez avec les paroles, si vous avez le goût, mais sentir la vibration de l'espace que ça peut ouvrir. Silêncio da mata, ouço silêncio do vento, eu ouço silêncio do meu pensamento, eu ouço silêncio do meu pensamento. É no silêncio que Deus está. É no silêncio que Deus está. Com Ele eu vou me encontrar. É no silêncio que Deus está. É no silêncio que Deus está. Com Ele eu vou me encontrar. Eu ouço o silêncio da noite, ouço o silêncio do dia, eu ouço o silêncio da harmonia, eu ouço o silêncio da harmonia. É no silêncio que Deus está. É no silêncio que Deus está. É nele que eu vou me firmar. É no silêncio que Deus está. É no silêncio que Deus está. É nele que eu vou me firmar.
Oh. O silêncio do meu pensamento, o silêncio de mes pensées. Donc, cette conscience essence, dans mon expérience personnelle, est vraiment le fondement. C'est vraiment le fondement de l'identité. Vraiment le fondement de l'être que nous sommes. Et cette conscience-là, c'est comme un espace intérieur sacré. J'utilise le mot divin, sacré, parce que c'est mon expérience personnelle qui m'amène à sentir cette saveur. Qui est toujours là. Qui est toujours là, mais que nous ne sommes pas très souvent là, et qui est, à mon avis, vraiment le pourquoi nous sommes là. J'ai dans mon écran un carré qui apparaît chef de la... Bon, je n'ai plus le même écran que vous autres. Je vais prendre cet écran-là. Notre raison d'être, votre raison d'être profonde est de vous éveiller. C'est la raison d'être du pourquoi. Et je ne veux pas le mettre dans une preacher. Je veux vraiment, maintenant, je vous parle de ma compréhension, ma perception, mon expérience. Et aussi la littérature, qui s'en va toutes dans la même direction. Votre raison d'être profonde est de vous éveiller. Aussi simple que ça. C'est la raison d'être de tous les humains de cette planète. C'est la raison d'être que tous les humains de cette planète ont en commun. C'est la raison d'être de l'humanité. Cette raison d'être fait essentiellement partie de la raison d'être du grand tout, de l'univers et de l'intelligence. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis la vie. Nous sommes la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience, je suis le présent, je suis. Je suis la conscience qui donne naissance à tout ce qui est. Maintenant. Même le congrès. Tout. Il y a la conscience de l'être qui est celle qu'on a entendue par la chanson. C'est la conscience du « je suis », de ce qu'on appelle en anglais « non-dual awareness », okay? Qui est la conscience de la plénitude, du tout et du rien, du vide et du plein, du être et le non-être. Et ça, c'est la source de l'être. C'est une dimension fondamentale de qui nous sommes. Mais l'autre dimension que la plupart d'entre nous oublient, où on commence à s'éveiller, c'est la dimension du devenir. Et la dimension du devenir, c'est
l'éveil de soi comme conscience universelle dans le monde de la matière, dans l'incarnation, dans la manifestation du monde. 14 milliards d'années que l'univers a pris pour vous donner naissance, pour nous donner naissance. Donc, le système ouvert et vivant que nous sommes est la conscience, l'impulsion évolutive sacrée qui est le fondement de l'univers et de la conscience, a besoin de notre conscience individuelle pour créer le futur qui veut émerger. Nous sommes ce qu'il y a de plus évolué dans l'univers et nous sommes le mécanisme par lequel l'univers et la conscience vont se manifester et le futur va être créé. Voilà un peu les expressions d'Otto Scharmer. Le leadership est la capacité de sentir et d'actualiser le meilleur futur qui veut émerger. Otto Scharmer a écrit le livre qui s'appelle « Leading from the Emerging Future ». Okay? Donc, le leadership, c'est la capacité de sentir et d'actualiser le meilleur futur qui veut émerger. Capacité de réellement sentir et d'actualiser le futur. Et la conscience, qui est le fondement de la réalité, est le futur qui veut émerger et qui a besoin de notre conscience pour se manifester. Et ça, c'est ce que j'appelle notre responsabilité spirituelle. Notre responsabilité à créer le futur qui veut émerger. Et que ce futur-là qui veut émerger dans la conscience a besoin d'une décision consciente de notre part. Il ne peut pas s'imposer. C'est une position volontaire que l'on doit prendre ou que l'on peut prendre, que l'on est invité à prendre, pour vraiment s'allier avec le tout ce qui est, incarner et être dans le monde. Et ça l'implique, cette expression-là, qui est ce qu'on appelle le moi unique, c'est-à-dire que dans l'éveil traditionnel de la conscience, qu'on appelle souvent l'illumination classique, classical illumination, qui est bouddhiste. La référence, c'est bouddhiste, principalement. Dans cette version de l'illumination, nous disparaissons. Moi, Gilles Brouillette, comme entité unique et distincte, je disparais dans le « je ». I am, je suis universel. Et il y a plusieurs d'entre nous qui n'aiment pas ça. Parce que si l'univers a investi 14 milliards d'années pour me créer, où est-ce que je vais dans ça? C'est quoi ma place dans ça? C'est quoi ma place dans cet éveil-là? Et c'est ça qui a fait comprendre qu'il y a un autre niveau d'éveil. Il y a l'éveil du moi unique qui est la manifestation unique de cette conscience, qui est moi-même, Gilles Brouillette. Avec mes responsabilités, avec le chemin qui est devant moi, que cette conscience-là veut construire et qui s'attend du meilleur de moi-même, qui m'invite à me développer le plus rapidement possible pour pouvoir utiliser le terrain de ma conscience comme moyen de manifestation parce qu'il n'y en a pas d'autre. On est les confins de l'univers, on est les confins de la conscience. Excusez.
On est les frontières limites. Et dans cet éveil-là, bien, chacun de nous est une expression unique de la conscience avec des perspectives, des talents, et le dernier mot, on ne l'aime pas beaucoup, des obligations. Des obligations. Quand on commence à s'éveiller à ce niveau de conscience, on s'aperçoit de comment important nous sommes, mais ce n'est plus une importance égoïque. OK? Ici, on est dans la conscience du « je », dans l'ego. Et là, on fait ce chemin-là à travers la conscience témoin, à travers l'éveil de notre conscience, et on arrive au moi unique, qui est l'éveil de nouveau de soi, dans son unicité, dans son pouvoir, dans ses obligations et dans ses responsabilités, d'être le meilleur qu'on peut devenir pour pouvoir donner naissance au futur, qui est en attente de notre décision personnelle et volontaire de devenir cet appareil de conscience pour donner naissance au futur. Alors voilà, mes amis, le message qui voulait sortir de mon être. Encore là, j'ai essayé de ramener ça dans un concret, parce que je ne peux pas être trop abstrait avec cette chose-là. Mais vous inviter dans une réflexion, un appel à contribuer. Dans quelle mesure cette exploration-là de la conscience m'invite à faire évoluer ma façon de faire du coaching? Comment est-ce que, sachant davantage qui je suis, profondément, ça peut changer ma façon? Quelles sont les informations, les connaissances, le savoir qui était présenté aujourd'hui qui pourraient m'amener à amener mon coaching à un autre niveau de profondeur, et peut-être aussi à comprendre qui sont les gens qui s'assoient devant moi, qui sont vraiment ces êtres-là. Qui est-ce que cette exploration-là m'invite à être et à devenir? Qui est-ce que je dois devenir pour vraiment donner naissance au futur qui veut émerger? Ou qui est-ce que je dois devenir pour devenir le meilleur coach que je peux devenir? Qu'est-ce que cette exploration-là m'invite à faire? Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas si le temps, comment je suis dans le temps? Défoncé? Oh. Ah, OK. Alors, pas de questions. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Bon congrès. Merci beaucoup, M. Brouillard. Effectivement, malheureusement, on n'aura pas le temps pour des questions, mais moi, j'en ai peut-être une pour vous. Le Yopo, ça se trouve-tu à la SQDC, ça? Ou... Il faut aller au Brésil. OK, parfait. Vous m'inviterez la prochaine fois. Mais merci énormément à M. Brouillard. C'est drôle parce que ce matin, justement, je parlais de ça avec l'équipe. Je disais, j'ai l'impression que j'arrive avec une curiosité en tant que coaché pour un gars qui a eu la chance d'avoir une courte expérience de coaching, mais qui a adoré ça, mais aussi le côté humain, le côté psychologie que je retrouve énormément dans votre profession. Ça me parle beaucoup, puis je me dis, un jour, c'est quelque chose que je voudrais ajouter à mon arc. Ce genre ce genre de formation-là. Ouais, en tout cas, j'y pense, puis mon processus, je vous tiendrai au courant. À un moment donné, je vais être assis là. Je prends quelques secondes pour vous donner les détails de ce qui s'en vient. Donc, il y a une pause dans les prochaines minutes. On vous invite à sortir de la salle rapidement pour la transition des panneaux. Je vous rappelle aussi le petit papier que je vous ai demandé tout à l'heure par rapport à la question sur les millennials. S'il vous plaît, le laissez sur la table. Je vais les ramasser rapidement. C'est important de vous rendre dans vos salles 5 minutes avant le début des ateliers.
Également, n'oubliez pas le dîner pour les étudiants dans la salle Percé A à 12h45. Je vous rappelle l'activité d'enquête aussi. J'aimerais vraiment ça que la bombe n'explose pas. J'ai encore un petit stress. Donc, allez-y, évidemment. Et en plus, vous pouvez réserver votre plage horaire en allant là-bas pour l'activité d'enquête. Autrement, pendant l'heure du dîner, faites le tour des exposants, je vous le rappelle. Et d'ailleurs, il y a l'espace auteur qui vaut la peine d'être visité. Il est juste là, de l'autre côté du mur. Autrement, on se dit à tout à l'heure. Merci beaucoup.